Bonjour à tous, je pense qu'on va commencer. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Oui. C'est bon. Super, Oui, oui, complètement. parfait. Eh bien, merci. Merci de vous joindre à nous ce matin pour une petite heure, pour ce dernier webinaire du cycle qu'on organise l'Institut national de l'économie circulaire en partenariat avec Toulouse Métropole et France Urbaine. Donc, dernier webinaire d'un cycle en tout de 5 webinaires qu'on avait organisés sur les démarches territoriales d'économie circulaire dans le secteur du BTP. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des outils nécessaires pour structurer une filière de réemploi dans le BTP à l'échelle d'un territoire. Donc, plusieurs successions d'interventions pour vous présenter les différents outils qu'on a notamment développés dans le cadre du projet Life Waste to Build. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Salut. un petit rappel sur la page internet que nous avons créée, l'INEC, donc où vous pouvez retrouver l'entièreté des webinaires qui se sont déjà déroulés, ainsi que les supports de présentation et les replays. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette page internet qui, dans tous les cas, je vous la renverrai à l'issue du webinaire. Donc, je pense que je vais te laisser la main, Christophe, directement pour nous faire l'introduction. Ok, merci Lona. Bah, je serai très bref, hein, peut-être un retour sous forme de bilan et puis des perspectives. Rappeler que l'ambition de Waste to Build, hein, c'est vraiment de faire de la commande publique un levier pour développer l'intégration des enjeux de l'économie circulaire dans les travaux et dans la construction. Je pense que ce cycle y a vraiment contribué. Alors, je parle d'effet levier, donc c'est toujours bien de rappeler quelques chiffres, hein. Les marchés publics en France, c'est 180 milliards. C'est 180 milliards hors concession, hein. En réalité, c'est sans doute plutôt 350, entre 350 et 400 milliards, dont 40 à 45% qui sont portés par les collectivités sur la partie marché public. Alors sur ces montants-là, la construction, c'est 62 milliards et les travaux, 42. Donc on voit que c'est un peu plus de 100 milliards, donc c'est vraiment un levier très important qui est à notre main pour faire bifurquer l'économie de la construction vers des modèles plus durables. Alors, de façon, les plans réglementaires et législatifs, je dirais qu'on a les textes pour nous, entre guillemets. Je ne vais pas tous les reciter, hein, puisque je peux te citer le principal, puisque c'est une échéance à venir rapidement, qui est la loi climat et résilience, qui va imposer l'intégration de considérations environnementales dans les marchés, à la fois dans les critères, les conditions d'exécution et les spécifications techniques. Il y a aussi, je peux pas ne pas citer la perspective de révision des directives marché public européennes de 2014, qui est un chantier qui a été ouvert par Ursula von der Leyen il y a quelques semaines. Enfin, ouvert, en tout cas, il a été annoncé et on espère qu'il aboutira aussi rapidement que possible. En tout cas, enfin, sans doute pas avant quelques années. Mais je pense qu'au-delà de ces textes, et c'est ce qu'on va bien montrer, ce qu'on vient montrer ces webinaires, hein, c'est que avoir une démarche d'intégration des enjeux de l'économie circulaire dans les marchés de travaux, c'est pas seulement d'ajouter un critère ou une clause, hein, mais c'est bien d'avoir une réflexion 360 qui intègre d'autres questions, les espaces de stockage, la logistique, ce qui fait ça en fait des démarches qui sont sans doute un peu plus complexes à penser, mais c'est aussi ce qui en fait, je dirais, peut-être tout l'intérêt. Alors, on espère justement que vous aurez partagé comme nous l'intérêt pour cette réflexion. Moi, je pense qu'il faut qu'on remercie aussi chaleureusement Toulouse Métropole de nous avoir fait des parts, de nous avoir montré sa démarche qui est vraiment exemplaire et on peut dire avant-gardiste. Et puis on espère revenir vers vous assez rapidement pour vous proposer une suite, car je pense qu'on est encore loin d'avoir fait le tour de la question. Merci beaucoup, Christophe, pour cette introduction. Peut-être petite précision. Euh, Évidemment, ce webinaire est enregistré et sera également disponible en replay. Et n'hésitez pas à poser l'entièreté de vos questions dans le chat. Delphine Bourdin de France Urbaine gère le chat avec moi. Donc, on lira attentivement vos questions, même si on aura plusieurs temps de questions-réponses dédiés. Donc, comme j'ai pu vous le dire, nous allons avoir 3 retours d'expérience aujourd'hui, plutôt articulés autour des outils qu'on a pu développer dans le cadre du projet Life Waste to Build. Donc, je vais laisser la parole à Jérémy pour commencer cette présentation. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Déjà, je voulais en introduction dire la question reste ouverte, hein, c'est quels outils nécessaires. Aujourd'hui, ce qu'on va apporter, c'est plutôt quels outils on a déployés et qu'on est en train de tester. Donc, c'est peut-être pas forcément tous les outils nécessaires et c'est pas peut-être certains qu'on teste sont pas forcément nécessaires. En tout cas, c'est bien ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Euh, la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, on est à Toulouse Métropole en coordination d'un projet qui s'appelle Life Waste to Build. Comme premier outil, je m'étais dit à présenter, c'est quand même l'outil de financement, il n'est pas anodin. C'est-à-dire que nous, ce qui nous a permis de lancer la démarche d'ampleur, après avoir fait une opération pilote, c'est vraiment d'être allé chercher un financement européen. Donc ça, c'est un outil quand même alors, nécessaire, je ne sais pas, mais en tout cas bien utile pour à la fois obtenir des financements, mais également pour faire une fédération de partenaires. S'il te plaît, la diapo suivante. Ça nous a permis voilà, de faire un tour de table et d'avoir des partenaires engagés avec nous, donc Cinétique, l'INEC, TBS, le CSTB, Envirobat et la Fédé locale. Donc on a pu comme ça déployer chacun en fonction de nos compétences et de nos publics, les acteurs avec lesquels on travaille, pouvoir développer un ensemble d'actions. Donc ça, c'est, je pense, un premier outil nécessaire. Pour rappel, donc les objectifs du projet, c'est la réduction de l'impact du BTP à la fois sur la consommation de ressources et sur la production de déchets. On voit qu'on contribue également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en développant le réemploi notamment. De structurer les filières. Tout cela est fait surtout, et ça a été indiqué en introduction, c'est vraiment par le biais de la commande que ça a pu être fait. C'est vraiment la commande publique qui est, à mon avis, le premier outil sur lequel on peut s'appuyer, qui est vraiment le signal qu'on peut envoyer au territoire en exigeant à travers des critères, des clauses, en exigeant de faire différemment. C'est vraiment un signal qui permet aux filières locales d'évoluer. Et donc, bien sûr, il faut le faire. Ah oui, sur celle d'avance. Oui, voilà, c'est évidemment, il y a un besoin d'accompagnement des acteurs, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Oui, tu peux passer après, les éléments ont déjà été, ces éléments-là ont déjà été transmis. Donc, on a développé une boîte à outils donc, qui est accessible sur notre site internet, qui rassemble quelques éléments produits dans le cadre du projet, avec la charte, on y reviendra tout à l'heure, les bilans des chantiers également, les programmes d'information, on va y revenir, et des fiches marché qui, comme on le disait, c'est vraiment un levier majeur, une connaissance des réseaux et des acteurs locaux, mais également d'expériences qui ont été faites par d'autres territoires préalablement. Et bien sûr une connaissance, rendre visible en fait les filières locales à travers la diffusion d'annuaires et de cartographie. S'il te plaît, la diapo suivante. Un des outils principaux qui a envoyé un signal fort au territoire, ça a montré un engagement de la métropole, ça a été la plateforme numérique. Outil qui nous a paru nécessaire parce que localement, on n'avait pas, nous, l'usage, on n'avait pas de plateforme existante fonctionnant bien à l'échelle locale, en sachant que les matériaux de réemploi ont quand même plus de visibilité, ils sont plus attractifs quand ils viennent de pas trop loin. Donc on a eu besoin de rendre visible à travers cette plateforme numérique, donc qui est qui fonctionne comme une marketplace et qui rend visible à la fois les matériaux, mais à la fois et également les projets de déconstruction et les projets de construction, en permettant de faire du matching entre des ressources qui vont être déposées, des besoins sur des futures constructions. Donc ça a été un outil très à la fois utile pour rendre visibles les ressources, ça c'est indispensable, et à la fois pour fédérer. On voit que là, on a eu, j'ai oublié d'actualiser les chiffres, mais on a plus de 350 comptes maintenant. Donc, on a beaucoup d'entreprises. C'est aussi un moyen de fédérer les entreprises localement. Et quand je
parle d'entreprise, c'est vraiment des plombiers aux architectes, aux AMO. On a vraiment l'ensemble de la filière inscrite sur cette plateforme. À savoir, on avait imaginé initialement dans le projet que la plateforme numérique suffirait pour faire de la transmission de ressources de chantier de déconstruction à chantier de construction en flux direct. Malheureusement, on se rend compte que y a des décalages de chantier, il y a pas mal d'aléas qui font qu'un lieu de stockage est nécessaire. Et donc, dans les outils non prévus envisagé mais non prévu dans le cadre du projet LIFE, on s'est rendu compte en tout cas qu'il y avait un besoin de plateforme de reconditionnement qui vraiment nous semble nécessaire sur le territoire. Et du coup, ces réflexions nous ont amenés à travailler sur le sujet. On lance une étude actuellement, mais en plus, au-delà de l'étude, on est en train de développer une plateforme avec une convention d'occupation temporaire sur un foncier qui appartient à notre aménageur. Et donc, du coup, on va avoir bientôt, en 2025, une plateforme locale donc, qui semble aujourd'hui un outil nécessaire également pour développer le réemploi. La diapo suivante, s'il te plaît. Dans la communication, oui, j'ai voulu mettre ça parce que la communication est nécessaire. On pense souvent que c'est le truc à faire en plus. Voilà. Nous, ça a été vraiment un levier, la communication, faire savoir cet engagement des maîtres d'ouvrage sur le territoire, faire savoir l'existence de filières locales, ça faire connaître l'existence de ressources, rassurer tout le monde en fait sur le fait que le territoire est mature pour y aller. Et ça passe à travers de la communication, à travers une page dédiée sur notre site web et d'autres outils. Si tu veux bien passer la diapo suivante, voilà, on a développé d'autres outils, des panneaux sur les chantiers, des visites de chantier, des kakémonos, des flyers, des petites choses comme ça qui permettent quand même de participer à la communication globale du projet. Un hashtag aussi sur les réseaux sociaux. Ça passe à travers aussi des trophées. Là, vous pouvez voir, on a remis des trophées la semaine dernière aux entreprises et aux maîtres d'ouvrage qui s'étaient engagés et qui ont réussi à aboutir. On a 12 chantiers qui sont terminés maintenant avec des bilans qui sont accessibles. C'était important et c'est un point important d'arriver à valoriser ceux qui jouent le jeu. Ils en ont besoin aussi pour, au sein de leurs équipes, montrer que ça permet d'aboutir, lever certains freins de certains collègues, quoi. Et des rencontres d'acteurs, comme vous pouvez voir en haut à droite, nous on organise chaque année une journée métropole de l'économie circulaire qui permet de fédérer le milieu socio-économique les entreprises du territoire, les décideurs sur les questions d'économie circulaire. Et on fait à cette occasion-là un point dédié à l'économie circulaire dans le BTP. À savoir également, dans les autres outils, nous, ce qu'on a utilisé, c'est, oui, dans celle d'avant, s'il te plaît, c'était on remet des prix économie circulaire à des entreprises du territoire qui innovent en la matière. Donc ça peut être un moyen de les aider financièrement à asseoir accompagner des développements d'entreprises, mais c'est aussi participer à la notoriété de ces entreprises-là et à les faire connaître. Donc ça, c'est un autre levier qu'on utilise, un autre outil. Et la diapo suivante, pour finir de manière une opération un peu atypique de communication. On a fait donc c'est un peu au-delà de la communication, hein, parce qu'on a organisé un hackathon avec des étudiants. Ça participe de la formation des futurs professionnels du territoire. Un hackathon pour les mettre au défi de dessiner une tiny house à partir de diagnostic PEND, diagnostic ressources réalisés sur des chantiers de déconstruction. Ils ont dû imaginer quelque chose. Comment faire une tiny house à partir de ces matériaux qui existent sur des fermes, des écoles, des choses comme ça. Et ils nous ont fait des dessins, des maquettes. On a pu ensuite faire un marché de conception-réalisation avec avec une entreprise locale de menuisiers architectes. Et ils ont réussi à
continuer l'association d'étudiants à la fabrication de la tiny house. Et on a abouti donc à cet outil de communication qui nous permet, nous, d'aller sur des événements grand public ou des événements professionnels, montrer la faisabilité, quoi, le fait que c'était possible de construire avec des matériaux de réemploi, raconter l'histoire du projet à travers donc cette tiny house qui est fabriquée à 99% à partir de matériaux de seconde main. Donc voilà pour les outils dont je voulais parler. Un dernier point, je me disais aussi en me posant la question quels sont les outils nécessaires. Il y a la REP PMCB. On peut aussi considérer que c'est un outil à mobiliser dans le cadre au niveau territorial, puisque à travers les appels à projets et à travers les actions de sensibilisation des entreprises sur le devenir des déchets et des ressources sur les chantiers. Je pense que la REP PMCB est un outil également à mobiliser sur le territoire pour développer le réemploi de matériaux. J'en ai fini, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste de Cinétique. Merci beaucoup, Jérémy. Oui, en effet, Jean-Baptiste, on te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Oui, je suis Jean-Baptiste Ortega, je suis le cofondateur de l'association Cinétique et là, vous voyez dans la slide qui suit l'intégralité des actions dans le cercle, voilà, juste avant, l'intégralité donc des actions donc, portées à droite par Toulouse Métropole avec les actions phares qui ont été présentées par Jérémy et sur la partie gauche, donc les actions que nous pilotons au sein de notre association, puisque Cinétique est une association loi 1901. Notre raison d'être, c'est d'accompagner les territoires dans leur transition écologique et sociale. Et on s'y emploie là aujourd'hui sur les marchés de travaux et en particulier dans l'intégration de l'économie circulaire, que ce soit sur des constructions, rénovations, construction neuve, aménagement. En haut, vous voyez expérimenter et modéliser. Donc là, on retrouve le kit marché public, les outils de prescription qu'on va voir ensemble. Sur la partie en dessous, fédéré, massifié, on va retrouver l'animation de la charte économie circulaire, qui est à la fois un outil politique important et technique pour réussir à engager les maîtres d'ouvrage publics, mais aussi privés. On parle beaucoup de marché public, c'était un des axes forts, comme on a dit en introduction, utiliser le levier de la commande publique pour transformer les filières, le territoire, l'économie, mais il y a aussi des promoteurs notamment qui nous ont rejoints vu les résultats positifs des premières expérimentations. Sur la slide suivante, vous allez voir à l'écran les 33 signataires qui nous ont rejoints. Donc, comme l'a dit Jérémy lors de la dernière journée économie circulaire, la GEC, jeudi dernier, avec deux enjeux phares sur cette charte. La première, vous le voyez, c'est sa promotion. On cherche à diffuser le plus largement possible. Alors, je ne vous cache pas qu'on est encore centré sur l'aire urbaine toulousaine, mais l'objectif, c'est vraiment son essaimage régional et même au-delà. Jérémy pourra en parler avec le projet européen, puisque l'idée, c'est de pouvoir dessiner au-delà. On a quand même des premiers territoires comme Porte du Tarn, le Grand Albi qui nous ont rejoints et on souhaite encore une fois s'ouvrir davantage. Donc, premier enjeu, vraiment la diffusion la plus large possible. Et si on peut passer sur donc la slide suivante. La deuxième, c'est alors juste avant, normalement, il doit y avoir. Donc avant slide. L'animation, oui, alors c'est sur la gauche, pardon. Oui. Donc l'animation de cette charte, puisque vous le voyez en bas, c'est en petit, le socle d'engagement généraux partagés. On a des signataires qui s'engagent concrètement sur des objectifs. On n'est pas sur une charte creuse de bonne intention. Et on est là, nous, Cinétique, pour les accompagner, pour atteindre leur objectif et pour systématiser le diagnostic PMD pour les bâtis existants de plus de 200 mètres carrés, sur un format, ça c'est important, de diagnostic harmonisé entre tous les maîtres d'ouvrage publics, privés, pour faciliter ces boucles, parce que si on est sur des diagnostics hétérogènes, ça ne marche pas avec la plateforme numérique, ça ne marche pas pour réussir ces boucles. Prescrire la plateforme numérique dans les marchés, il faut voir un peu ça comme une visite de chantier obligatoire pour réussir à challenger les équipes de maîtrise d'œuvre à intégrer du réemploi. Lancer des chantiers exemplaires. Donc, on en a un peu plus de 60 à ce jour.
et sur des objectifs chiffrés, comme l'a dit tout à l'heure Jérémy, au moins 85% de déchets valorisés et le remploi de 5% de matériaux. Donc là, on peut passer à la slide suivante pour zoomer sur le kit d'outils qui se décline en deux parties. La déclinaison de la charte en outils de prescription et la stratégie DCE qu'on va co-construire avec le maître d'ouvrage. Donc, dans la slide suivante, on va voir donc, voilà, donc ça, c'est des outils qu'on flèche pour les signataires, pour les 33 signataires qui nous ont rejoints. Donc, sur notre site, vous cliquez donc sur les 3 différents onglets, puisque c'est en 3 étapes. La première, je suis maître d'ouvrage, je veux informer de mes ressources disponibles. Donc là, on va répondre à la question comment on va prescrire un diagnostic PEMD. Donc là, c'est une fiche méthodologique avec plusieurs éléments de contexte réglementaire, de conseils de prescription, de clauses type. Vous allez avoir 6 conseils, par exemple, pour la rédaction du marché de réalisation d'un diagnostic PEMD, où on va, par exemple, mettre l'accent sur le calendrier, anticiper le lancement de la mission du diagnostic PEMD. Elle doit être anticipée, elle doit intervenir le plus en amont possible, après réception des diags sanitaires. Le chiffrage, on va bien faire apparaître dans les pièces financières le temps passé et non le mètre carré, les mètres carrés pour être le plus juste possible. La sélection aussi, les critères techniques sont importants et doivent être suffisamment pondérés pour favoriser de la qualité avec une pondération qu'on estime au moins à 60% pour que ce soit opérant. La publication aussi du diagnostic sur la plateforme numérique, c'est important pour faciliter les boucles. Alors, Jérémy parlait de marketplace. Il faut plutôt voir aussi cette plateforme numérique comme un outil d'anticipation, de planification pour pouvoir construire les bâtiments, les rénovations avec les ressources disponibles sur le territoire, dans l'idée un peu de construire la ville sur la ville avec les matériaux de la ville. Et on va voir aussi qu'on va aussi le faire beaucoup avec les habitants de la ville, parce qu'il y a beaucoup aussi d'entreprises sur la partie déconstruction sélective qui proviennent de l'insertion par l'activité économique. Donc on voit qu'on est dans une dynamique à la fois environnementale, sociale, économique. Et donc du coup, voilà, les signataires vont disposer de clauses type pour la rédaction de ce marché. Alors bon, je passe rapidement, mais on a une deuxième fiche qui concerne la thématique « Je m'entoure d'une équipe impliquée ». Et là, ça se décompose en deux parties. Donc, c'est la partie 2 en orange que vous voyez. Une maîtrise d'œuvre et les contrôleurs techniques, où on va fournir des propositions de prescription aussi sur cette partie-là. Et enfin, la troisième partie à droite, pour pouvoir prescrire la visite de la plateforme numérique dans les marchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu comme une visite de chantier obligatoire. Donc ça, c'est le premier kit d'outils. Et si on passe à la slide suivante, alors ça, c'est important. On avait mis au départ beaucoup d'énergie, d'intensité dans nos phases enquête au préalable. Et il fallait le corréler avec les capacités de prescription des maîtres d'ouvrage. Et des fois, il y avait un peu de décalage entre toutes les enquêtes, les boucles qu'on imaginait et les possibilités des maîtres d'ouvrage. Donc, on a bâti cet outil de stratégie DCE afin de valider le plus en amont possible les capacités, les possibilités qui pourront être activées par le maître d'ouvrage, que ce soit en transfert de propriété des ressources, où on va voir les modalités juridiques associées, les capacités d'allotissement, les définitions de prix, est-ce qu'on peut être sur du forfaitaire, avec ou sans variante, prix mixte, etc. Ce qui peut différer. Donc là, on peut passer sur notre slide. Et tout ça, pourquoi on le fait? Pour répondre à deux enjeux. Un, gérer l'incertitude. Alors, c'est quoi l'incertitude pour le maître d'ouvrage? C'est circonscrire le risque au maximum pour éviter
Alors, on va éviter de déposer des éléments, des matériaux qui ne seraient pas réemployés. En d'autres termes, ce qu'on va faire, c'est éviter aussi des surcoûts inutiles sur les chantiers, ce qui est important en ces temps de sobriété, et optimiser l'impact environnemental, économique, assurantiel. Et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, essayer voilà, de générer un maximum de tonnage de matériaux réemployés. On va éviter un maximum de CO2, valoriser de l'emploi généré. On peut passer sur la slide suivante. Et là, vous voyez un peu, je vous ai mis à l'écran quelques exemples d'outils de hiérarchisation économique du transfert de propriété, du 5 étoiles à des éléments qu'on va plus éviter. Donc, le 5 étoiles, c'est plutôt favoriser le réemploi in situ au sein du chantier ou ex situ au sein du même maître d'ouvrage. Avec le réemploi des matériaux, on va bénéficier d'un prix neuf évité, mais aussi des traitements de déchets évités. Et on va devoir supporter par contre le coût de dépose. Et là, vous voyez successivement les différentes strates. La deuxième strate, c'est la vente avant dépose, ensuite la vente après dépose, le don avant dépose, don après dépose qu'on va éviter, et le recyclage, bien sûr aussi, qu'on va éviter dans notre hiérarchie. Et ensuite, alors on n'est pas allé dans la slide suivante, on ne vous a pas donné tous les éléments d'allotissement, définition des prix, mais c'est les outils principaux qu'on traite pour pouvoir justement mobiliser ces différents outils pour construire les DCE les plus efficients. Donc la capacité d'allotir les prestations, définir les prix forfaitaires avec ou sans variante, je l'ai dit tout à l'heure, prix mixte, voir la nature des engagements, bien organiser l'attestation de la visite de la plateforme numérique pour la rendre obligatoire. Je l'ai dit tout à l'heure encore, mais c'est important, un peu comme une visite de chantier, on l'a testé juridiquement, ça marche, on peut le faire. Autour d'objectifs de résultats, les fameux 85% de valorisation matière, là où la réglementation en atteint 70, fédérer le territoire autour de résultats quantitatifs et de méthodes aussi partagées. C'est important parce que c'est aussi important pour les acteurs de territoire, l'offre du territoire, les entreprises, qui du coup maintenant sont plus surpris quand ils voient systématiquement dans tous les marchés les mêmes objectifs chiffrés, la même méthode. Maintenant ils savent faire, c'est important. Et avec bien sûr des choix de critères de jugement entre 10 à 20% de la note globale. Voilà, en quelques minutes, ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Normalement, on a Julie qui est arrivée. Ah oui, Jean-Baptiste, peut-être il y avait une dernière slide sur les bilans. Oui, alors pourquoi, c'est vrai, pourquoi on le fait? Là, vous voyez par exemple le bilan du chantier de rénovation des toitures du lycée Bellevue. Et ça met en exergue, en fait, depuis l'amont, la phase enquête, jusqu'à la stratégie DCE, on le retrouve dans le bilan, c'est pouvoir anticiper ce qu'on veut défendre à travers chaque chantier. On va avoir des pépites, on va avoir des enjeux phares en termes de réemploi, donc le tonnage de matériaux réemployés, le tonnage de matières recyclées, le CO2 évité, le volet emploi qui est très important en termes d'emplois générés, et bien sûr le volet économique, que ce soit sur des gains économiques pour le maître d'ouvrage, pour les entreprises ou les externalités économiques. Et je peux le partager avec vous, mais Jérémy parlait des premiers chantiers expérimentaux qu'on a montés avec la déconstruction du parc des expositions qui a été sur l'île du Ramier, qui a été le chantier phare qui nous a lancé. Et d'autres chantiers, on a arrivé malheureusement parfois à des surcoûts de 7-8%. Et aujourd'hui, on arrive à encapsuler ces surcoûts pour arriver à de l'iso-coût. Et même parfois, là, sur la dernière opération des sorts, on a un gain économique de plus de 50 000 €. Donc, ça reste marginal à l'échelle du chantier. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir qu'on arrive, grâce au réemploi, à générer des gains économiques. Et ça, c'est ce qu'on voulait aussi partager. On arrive à générer du gain économique avec le réemploi.
crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Et là, je crois que j'en ai vraiment fini, je crois. Si tu peux passer à la slide suivante, normalement, je n'ai plus rien à dire. Oui, merci beaucoup Jean-Baptiste pour ta présentation et je vais laisser la main à Julie pour Ilona, continuer. pardon. Ilona, Oui. excuse-moi, Jérémy. 8h30 oui, déjà. je voulais savoir Ah, si on prenait quelques. J'ai vu qu'il y avait 2 questions dans le chat auxquelles on pourrait Ok. répondre peut-être, si tu en es Ok, d'accord. très bien. Il y en Oui. avait une donc Ça marche. qui était sur les Ok, filières. super. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Est-ce- Merci. C'est Il possible y a de un couper micro ouvert, je crois Ouais. encore. Quelqu'un Alors, a coulé. il y avait dans les questions que j'ai vues, moi, l'importance d'une filière locale, dont j'avais évoqué ça. Nous, quand on parle de local, on est au-delà de la commune, on parle vraiment de filière à l'échelle de la région. C'est l'échelle qui nous paraît la plus pertinente au niveau économique. On voit que Et les tout échanges. dépend, Jérémy, je me permets de compléter parce qu'il y a sur certaines ressources, je Voilà. pense que les panneaux photovoltaïques, on arrive même à avoir des filières de reconditionnement au nord de la France. Ça reste du local en comparaison de la fourniture des panneaux en sachant d'où elles peuvent venir. Donc, tout dépend des matériaux. On avait une autre. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Pardon. Il y avait une autre question sur les diagnostics PEMD, ils sont harmonisés. Effectivement, on utilise un cahier des charges partagé au niveau du territoire. Par contre, on n'impose pas un prestataire. L'idée, c'est qu'il y ait des consultations à chaque fois. Mais par contre, c'est sur la base d'un diagnostic, d'un cahier des charges qui s'enrichit au fur et à mesure des expériences. Il y a souvent un débat, est-ce qu'il faut faire un diagnostic PMD puis des diagnostics ressources, beaucoup de pionniers en matière de réemploi disent le diagnostic PMD n'est pas un diagnostic ressources. Nous, on a l'impression que ce qui arrive à bien mobiliser les maîtres d'ouvrage, c'est un peu de simplifier les choses. Et donc, du coup, nous, notre idée, c'est plutôt d'avoir un diagnostic PEMD+, c'est-à-dire un diagnostic PEMD avec la possibilité, à travers un bordereau de prix unitaire, de commander des fiches ressources complémentaires. Voilà, en gros, ce Et que puis, je tu peux peux dire. rajouter aussi qu'en annexe technique, on fournit la trame, la nomenclature pour que, voilà, on parle tous de la même chose en termes de matériaux et pour simplifier aussi l'intégration de ces éléments au sein de la plateforme numérique et de faciliter le matching, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de pouvoir circulariser les ressources. Et pour ça, il faut qu'on utilise le même vocable, les mêmes éléments de langage. Mm. Oui, d'ailleurs, il y a une remarque en parlant de circularité des ressources. Il y a une remarque là sur la problématique du stockage et du coup des stockages ou de la durée de stockage. Nous, évidemment, on a essayé et on essaye au maximum de faire du flux soit directement de la déconstruction à la construction, soit avec des stockages temporaires par des entreprises qui vont assurer d'une part la dépose et d'autre part la repose. C'est des choses qu'on essaye de mettre en place. Mais effectivement, le plus pertinent, c'est de faire circuler. On a même une réflexion en cours sur la virtualisation de certaines ressources, puisqu'on s'intéresse aussi au recyclage des matériaux. Il peut y avoir une pertinence à avoir, par exemple, un flux de béton issu de démolition, en vue de fabriquer des granulats, en vue de réutilisation pour fabriquer du béton. Une idée peut-être d'une déconstruction, on peut virtualiser ce stock de béton qui soit réutilisé par un autre maître d'ouvrage et que le maître d'ouvrage initial fasse appel à un autre stock ensuite pour sa propre construction afin de diminuer les flux. Jérémy, peut-être qu'on peut parler de Gluck aussi, parce que c'est un bel exemple en quartier prioritaire de la ville. On est sur 2 bâtiments jumeaux par des bailleurs, construits par des bailleurs sociaux. Un bâtiment avec des menuiseries plus récentes, des radiateurs qui va être déconstruit. Un autre bâtiment qui reste. Et là, en fait, on a innové en faisant un lot dépose-repose. Donc, le bailleur B va déposer les radiateurs et les menuiseries du bâtiment A
Donc, dépose et repose par le même prestataire, ce qui permet des gains économiques dans le cadre du premier bâtiment, également dans le deuxième, et aussi à gérer, à circonscrire les problèmes assurantiels, puisque c'est la même entreprise qui va assurer la même prestation de dépose. Il va savoir et il va prendre soin de déposer ce qu'il va ensuite devoir reposer. Donc, ces lots dépose-repose fonctionnent très bien, on les a testés sur quelques centaines de radiateurs et menuiseries. Ça a très bien fonctionné. Merci beaucoup Jean-Baptiste et Jérémy pour ces premières réponses. On prendra d'autres questions après la présentation de Julie, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Julie, je te laisse la main. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Julie Verica, je suis chef de projet économie circulaire et réemploi des matériaux de construction chez Envirobat Occitanie. Envirobat Occitanie, c'est une association qui est à la fois un réseau d'acteurs, un centre de ressources et un organisme de formation certifié Calliope. Notre objectif, c'est vraiment de contribuer à réduire l'empreinte environnementale des bâtiments et des quartiers. Et pour ça, on va mobiliser et outiller pour accompagner la montée en compétences des professionnels et la montée en qualité des projets. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on informe, on sensibilise. On a une centaine d'événements par an, que ce soit des visites, des conférences ou autres sur le territoire, donc sur toute l'Occitanie. On observe et on valorise. Vous avez plusieurs observatoires sur notre site internet qui permettent de voir tout un tas de retours d'expérience, d'expérimentation, d'innovation sur le sujet de l'environnement dans le bâtiment et l'aménagement, donc sur notre site internet. On a aussi des outils d'accompagnement et d'évaluation des projets qui s'appellent les démarches Bâtiments durables Occitanie et Quartiers durables Occitanie. Et puis, on anime des groupes de travail et on propose tout un tas de formations. Actuellement, on a 300 adhérents engagés et on fait aussi partie d'un réseau national, le réseau Bâtiments durables. Donc, dans chaque région, vous allez retrouver un centre de ressources comme le nôtre qui propose sensiblement les mêmes actions. Sur le sujet du réemploi des matériaux de construction, donc on s'est lancé sur le sujet il y a quelques années en répondant notamment à différents appels à projets. Le projet Life Waste to Build, dont mes collègues ont parlé, donc, qui est porté par Toulouse Métropole et qui vise à expérimenter massivement le réemploi et pour lequel je vais présenter tous les outils de la boîte à outils qui est fournie. Le projet Roxy qui vient compléter aussi cette boîte à outils et dont je vais vous parler et qui est subventionné par l'ADEME et la région Occitanie, pardon. Et le projet circulaire qui vise à mesurer la qualité de l'air intérieur quand on réemploie des matériaux de bois, de construction et d'ameublement. Donc un projet Acacia de l'ADEME. Et là, on commence à travailler depuis cette année avec Toulouse Métropole et Cinétique et les partenaires du projet LIFE sur la suite aussi potentielle de ce projet avec l'idée d'un guichet régional en Occitanie. Donc, les différents outils sur le sujet du réemploi, un des premiers outils qui nous semble important, c'était de cartographier les projets pour mettre en avant les retours d'expérience sur le territoire. Actuellement, sur notre site, vous allez retrouver 81 projets référencés, dont 40 font partie des chantiers expérimentaux du projet Life Waste to Build et pour lesquels vous allez retrouver des retours d'expérience comme ceux montrés par Jean-Baptiste tout à l'heure. Et à terme, il y en aura 58 et même on est en train d'en avoir même d'autres qui sont accompagnés. Sur cette cartographie, il y a 56 projets qui sont terminés, donc pour lesquels on va retrouver des bilans. Donc là, quand j'ai fait la slide, j'avais 9 bilans de chantier Life Waste to Build, mais en fait, il y en a 11, il me semble. Et puis l'idée, en fait, voilà, c'est de continuer d'incrémenter cette cartographie pour fournir un maximum d'informations. Donc, il y a un filtre qui permet aussi d'aller chercher les typologies de bâtiments qui vont ressembler le plus au projet que vous portez et qui vont pouvoir vous inspirer sur vos projets. Et autre indicateur intéressant en Occitanie, c'est qu'on voit que la moitié des opérations sont des constructions sélectives. Ça veut dire que l'autre moitié sont des
projet intégrant des matériaux et donc qui a des boucles à créer sur le territoire. Et c'est tout l'enjeu des travaux qu'on mène dans le cadre du projet LIFE. Tu peux passer. Ça, c'est un exemple de fiche retour d'expérience. Derrière chaque projet, vous allez avoir tout un tas d'informations. Et pour les projets LIFE, en complément, le bilan complet réalisé par Cinétique. De la même façon, on a aussi inventorié tous les acteurs du réemploi, donc à la fois les acteurs traditionnels de la construction et de l'aménagement, et à la fois les nouveaux acteurs. Donc sur cette cartographie, on va retrouver 221 acteurs de la construction et de l'aménagement, dont 34 sont des maîtrises d'ouvrage, avec les 31, donc maintenant il y en a 33 signataires de la charte Life Waste to Build. On a aussi tous les nouveaux acteurs, donc les acteurs de la déconstruction sélective, les diagnostiqueurs PEMD, les plateformes physiques de réemploi et les acteurs du reconditionnement. Et on a même référencé tout un tas de porteurs de projets qui commencent à se mobiliser ou même qui ont des projets presque aboutis. Et donc, on sent qu'il y a une dynamique très forte sur notre territoire et ça nous permet d'observer tout ça et aussi de mettre en relation les acteurs entre eux pour faire avancer ces sujets. Là, tu peux passer, s'il te plaît. On peut passer à la slide suivante. Merci. Là, j'ai fait juste un focus sur les acteurs du reconditionnement. Donc pareil, ça a été un peu signalé avant. Mais les acteurs du reconditionnement, il y en a tout un tas à la fois en Occitanie et à la fois en dehors de l'Occitanie, donc bien sûr sur les périmètres des régions accolées, mais aussi dans toute la France. Et finalement, quand on n'a pas la filière à côté de chez nous, aller la chercher un peu plus loin dans d'autres régions, c'est pas si grave au regard des importations de matériaux neufs. Finalement, ce sera toujours plus vertueux, d'où l'intérêt d'aller les référencer et de bien connaître ces reconditionneurs. Donc, on voit qu'il y a tout un tas d'équipements pour lesquels il y a déjà des filières qui commencent à être matures et qui permettent de faire du réemploi et de faciliter ce réemploi à la fois en Occitanie, mais à la fois partout en France. Tu peux continuer, s'il te plaît. En termes d'animation du territoire aussi, ça c'est un outil important, c'est de proposer des groupes de travail parce que sur le réemploi, on sait que tout n'est pas encore figé, on est encore en phase expérimentale, donc on peut rencontrer encore des freins. Et l'idée de ces groupes de travail, c'est vraiment sur notre territoire de lever ces freins pour passer à l'action et proposer des outils techniques et même méthodologiques qui permettent de faire avancer plus fort ces sujets. Donc on a un GT Reflet qui permet vraiment d'avoir une vision globale des problématiques et de les cibler, d'organiser ça sous forme de plan d'action. Et ensuite des GT dédiés où ce ne sont pas forcément les mêmes participants qui vont venir, mais qui vont quand même bénéficier de tous ces sujets-là, où on va aller travailler en profondeur des sujets. Donc on a beaucoup travaillé notamment sur le sujet de l'assurabilité qui a permis de sortir un escape game sur le sujet. Et cette année, on a travaillé aussi sur les rôles de chacun, notamment le rôle du qualificateur, qui est un peu un nouveau métier qui est très poussé par les assureurs et les contrôleurs techniques qui souhaitent qu'on ait quelqu'un de référence pour aller chercher les documents de traçabilité. Le rôle de la maîtrise d'œuvre aussi qui change, le rôle du contrôleur technique qui va aussi évoluer. Donc, c'était l'idée de regarder ensemble quelles sont ces évolutions et comment on va organiser méthodologiquement les choses, à la fois dans le cahier des charges pour bien prescrire et à la fois sur des notes d'information pour que tout le monde ait un même niveau de connaissance. Et puis d'autres sujets comme la traçabilité des matériaux, les ressourceries éphémères de chantier ou la logistique où on va aller chercher des solutions, soit sur notre territoire, soit ailleurs, qu'on va essayer de concaténer dans un document pour échanger, pour le diffuser tout simplement. En termes d'animation, sur la slide suivante, on va voir aussi tous les événements qu'on propose, qu'on organise nous ou qu'on co-organise. L'idée, c'est de faire connaître, de sensibiliser sur le sujet, de montrer les retours d'expérience, parce que les fiches, c'est bien, mais faut-il encore tomber dessus? Et un événement, ça permet à la fois de connaître le projet qui va être présenté, mais à la fois d'échanger avec les participants. Et on croit fortement aux échanges et à la coopération pour que ça avance.
Et enfin, on a développé avec les partenaires du projet LIFE tout un tas d'outils ludiques. Donc, c'est sur la slide suivante. Un escape game sur le réemploi des matériaux de construction qui est focalisé sur la partie assurabilité. Et donc ça, on l'a développé avec le partenariat de Cinétique. Et Cinétique a développé de son côté un autre jeu plutôt qui va sur les chantiers pour sensibiliser fortement les acteurs de la dépose sélective, à la fois au tri des déchets, mais à la fois à l'organisation du réemploi des matériaux sur le chantier. Et on se rend compte que face à des publics qui ne maîtrisent pas forcément bien le français, qui bougent continuellement dans les équipes qui se renouvellent au fil de l'eau, c'est très important cette sensibilisation au cœur du chantier et en plus de manière ludique et impliquante plutôt que de l'information descendante pour laquelle il va rester peu d'informations. Dans la continuité avec Cinétique, on a réfléchi à un autre jeu. Donc c'est Cinétique qui a aussi porté ce jeu de jouons de jeu de la dépose sélective. Donc c'est un peu la suite du chantier et même une réflexion plus globale sur la création des protocoles de réemploi dès la phase conception ou même pendant le chantier. Et puis, la Fédération du bâtiment a elle aussi développé un escape game sur l'économie circulaire dans le BTP pour aller sensibiliser aussi les compagnons sur chantier. On a aussi un atelier de réemploi qui permet d'avoir une vision globale sur toutes les phases de chantier. C'est un peu comme une fresque finalement. Donc on a une partie quiz où on va remettre en avant les enjeux du réemploi dans la construction. Et puis derrière, une fresque où à chaque phase de chantier, on va venir positionner les actions, expliquer pourquoi on les pose à cet endroit et quels vont être les impacts sur le chantier. Donc ça permet aussi d'avoir une réflexion des nouvelles actions à mettre en place et des enjeux au fil de l'eau et potentiellement de l'organisation de chantier. Donc ça a aussi un atelier qui marche bien. Et dans l'animation, ensuite, on a sur la plateforme Cyclope, qui est la plateforme économie circulaire de l'ADEME et la région Occitanie, une page dédiée au BTP qui permet aussi de discuter, d'échanger, de co-créer, de s'informer, de réseauter. Elle commence à prendre de plus en plus d'ampleur, donc c'est aussi un outil pratique. Et puis sur LinkedIn, pour les amateurs, on a une page qu'on anime qui s'appelle Roxy et sur laquelle on essaye de communiquer sur toutes les informations à la fois du projet LIFE, du projet Roxy, enfin de tout ce qui se passe sur le réemploi en Occitanie. Et là, pour cette fin d'année, si vous êtes friand des calendriers de l'Avent, on propose un petit calendrier de l'Avent où chaque jour, vous allez découvrir un petit bout d'histoire de 4 personnages professionnels de la construction qui découvrent le réemploi et qui veulent absolument enclencher ça sur leurs opérations. Donc, vous allez redécouvrir tout un tas d'outils que j'ai présentés ce matin. Et puis, pour finir, on propose un parcours de formation parce que sensibiliser, une fois qu'on est convaincu, pour aller beaucoup plus loin, la formation, ça permet aussi de rapidement monter en compétences. Et donc, dans le parcours qu'on voit sur la slide juste après, on propose un MOOC du réemploi sur 14 semaines avec 4 sujets. La prescription du réemploi, l'assurabilité du réemploi et l'estimation du coût. Ces 4 sujets, ils ont été choisis parce qu'on croit fortement qu'il faut déjà lever les freins pour aller vers le réemploi. Et ce sont souvent ces sujets-là qui reviennent quand on parle de réemploi à des personnes pas forcément convaincues. Et puis ensuite, on va crescendo dans la compréhension du réemploi avec une formation sur 2 jours qui permet d'avoir une vue d'ensemble, puis des formations plus courtes sur une journée qui permettent vraiment d'appliquer le sujet avec une formation de comment prescrire l'économie circulaire. Appliquer aussi le diagnostic PEMD, une fois qu'on l'a fait, OK, il est obligatoire, mais comment on va l'utiliser pour actionner le levier du réemploi. Et puis des formations où on va aller dans la maîtrise opérationnelle avec la partie déconstruction sélective et la partie conduite d'une opération de réemploi. Donc c'est une montée en compétences crescendo qui permet vraiment d'embarquer le plus de monde possible dans ce sujet du réemploi et on s'entoure de nos partenaires pour animer ces formations, des partenaires territoriaux qui connaissent bien à la fois les sujets et
et les acteurs sur le territoire. Donc, c'est bien sûr Cinétique, Une Ingénierie et Caprionis. Et puis, toutes les ressources dont j'ai parlé, vous allez les retrouver sur notre page réemploi sur notre site internet. Il y en a aussi quelques-unes enfin, elles se font écho avec la page réemploi, la page du projet Life to Build de Toulouse Métropole. Et donc là, parmi les 40 ressources qu'on a recensées, il y en a 14 qu'on a créées. Et je vous en ai mis en avant 3 que je trouvais intéressantes, mais il y en a une, il me semble que Jean-Baptiste en a parlé tout à l'heure. Donc la première, c'est la liste des notes méthodologiques pour le réemploi des matériaux de construction. Donc c'est les notes du FCRBE, du FBE, de Spirou qui viennent de sortir, et la recommandation professionnelle sur les structures métalliques aussi sont dedans. Donc l'idée, c'est matériau par matériau de recenser toutes les notes méthodologiques qui existent pour faciliter le réemploi, puisque ces notes, elles ont été conçues dans le cadre de retours d'expérience, donc elles permettent vraiment de s'acculturer et de faciliter derrière le réemploi. Ensuite, j'ai mis en avant le tout nouveau mode d'emploi pour aller chercher à la fois la charte Life to Build et les outils de prescription du réemploi. Et le dernier document que je voulais mettre en avant, c'est en fait, c'est une synthèse de tous les documents qui existent. En fait, on a remarqué dès qu'on s'est lancé sur ce sujet qu'il y avait énormément de documents finalement sur le réemploi, mais souvent ce sont des gros pavés. On parle de notes méthodo ou de fiches, mais derrière en fait on a 100 ou 150 pages, et pour s'y retrouver c'est assez compliqué. Donc on a travaillé avec notre partenaire Une Ingénierie sur un parcours où, question après question, on va synthétiser les éléments dont on a besoin et fournir les pages où aller chercher les informations. Et j'arrive au bout de mes 10 minutes et de ma présentation. Donc, vous retrouvez tout ça sur notre page réemploi. Donc, sur notre site, c'est dans filière réemploi, avec une bannière d'actualité, un accès dédié à des sous-thématiques. Et notamment, on a créé tout récemment une page REP PMCB pour parler de ce sujet. Et quand vous déroulez la page, vous avez aussi les cartographies dont j'ai parlé au début de ma présentation. Merci, et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Julie. Peut-être première précision avant de prendre quelques questions. C'est vrai que vous avez été de 600 à nous suivre sur ce cycle de webinaire en 2024. Et donc, évidemment, on se pose la question de vous proposer du contenu qualitatif également en 2025. Donc, n'hésitez pas si vous avez des sujets, des suggestions, voilà, de thématiques qu'on n'aurait pas abordées. C'est vrai que le bâtiment circulaire, c'est assez large comme thématique. Donc, si jamais vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, mettez-les dans le chat et nous, on va prendre en compte voilà, tous vos retours pour se poser la question de si on vous propose une programmation en 2025. Donc, n'hésitez pas, et Delphine, je te laisse la main pour remonter les questions. Oui, alors il y avait, je vais repartir par la fin parce qu'il y a quelques questions qu'on n'a pas répondu aussi tout à l'heure, mais peut-être sur les diagnostics PEMD et les études de ressources, les études complémentaires ressources, plutôt que diagnostic ressources, c'est des notions qui sont nécessaires tant que le diagnostic n'existait pas. Donc ça, c'est une remarque. Et sur toujours ce sujet de PEMB, je vais y arriver, pardon, PEMD, avec le pacte vert, il y a vraiment comment envisager de suivre ces produits qui auront plusieurs vies, et notamment avec le passeport numérique qui va se mettre en place. Donc un sujet un peu technique sur ces sujets diagnostiques qui posent question. Et alors, en fait, voilà, peut-être déjà répondre là-dessus. Et après, il y aura une question sur la REP PMCB. Oui, c'est une question de technique, d'actualité. À terme, il va être nécessaire d'avoir des passeports numériques pour les matériaux dans la construction. C'est une réglementation européenne. Et la question était comment on envisage ça. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau. Aujourd'hui, ce qui a pu être testé sur les chantiers, et là c'est sur le chantier d'Écossais, donc sur la réhabilitation du hall 9 sur l'île du Ramier, il y a une traçabilité qui est assurée des matériaux dès dépose. Il y a un QR code qui est apposé aux ressources
Et l'idée, c'est que ce QR code va permettre d'assurer la traçabilité du matériau ou des équipements jusqu'à la construction et l'intégration finalement à terme dans un modèle numérique du bâtiment. Tout ça, c'est des réflexions qu'on a. On est en échange avec une start-up par rapport à ça sur comment on peut justement intégrer de la donnée et l'assurer sur sa circularisation jusqu'à la construction. Faut savoir aussi, je pense que c'est un des rôles clés que doit porter une plateforme de reconditionnement, c'est d'assurer la traçabilité de ce matériau et de le qualifier. Et je pense que ça contribuera à l'établissement de ce passeport numérique. Mais bon, on est en plein questionnement par rapport à ça. Et d'ailleurs, Jérémy, ça pourrait être un sujet à travailler en 2025 dans notre futur cycle de webinaire éventuellement. Ça peut être Oui, une ça pourrait être un idée sujet très intéressant, oui, tout à fait. avec cette mise en œuvre du pacte vert. Et du coup, sur la REP PMCB, comme outil à mobiliser, il y avait la question de comment est-ce que vous travaillez avec les éco-organismes dans votre programme et si vous avez des exemples de coopération avec ces éco-organismes. Alors, par rapport à la REP PMCB, il faut voir que c'est c'est assez récent, hein, donc il n'existait pas au moment où on a créé le projet. Donc, on a des échanges réguliers avec eux, cinétiques surtout, des échanges techniques, voilà. Mais on a aussi une participation financière sur certains chantiers. Je parlais du Hall 9, par exemple. Dans le cadre des appels à projets, il y a un éco-organisme qui finance une partie des innovations portées dans le cadre de ce chantier. Donc, pour l'instant, c'est plutôt par le financement ponctuel sur certains chantiers. Et Cinétique et Envirobat, je crois que vous avez échangé et des financements de la part d'éco-organismes dont vous pourriez Oui. parler. Oui, tout à fait. On a gagné l'appel à projet là, sur l'animation territoriale. Donc, ça nous permet aussi de pérenniser cette action-là. Et ce qu'on a proposé à Valobat, c'est de faire des journées thématiques réemploi départementales, parce qu'en fait, on se rend compte, et vous l'avez peut-être aperçu sur la cartographie que j'ai présentée tout à l'heure, qu'on se dessine quand même deux gros pôles, Toulouse et Montpellier, sur cette cartographie à la fois des acteurs et des projets. Mais il y a des choses qui commencent à se passer de plus en plus depuis un an et demi sur les autres territoires, pardon. Et ce qu'on souhaite avec ces animations départementales, c'est proposer les outils qui sont disponibles pour les autres territoires aussi. Alors Julie, ça répond peut-être justement à la question de est-ce qu'il est prévu de former d'autres acteurs aux outils ludiques afin de pouvoir les utiliser plus largement dans la région? J'imagine que ça va dans ce sens-là. Oui, et ça va même plus loin puisqu'on est en discussion aussi avec Valdelia et Ecominero et en partenariat avec Noria Formation, donc même pas, plutôt au niveau national, sur le développement d'escape game, donc celui qu'on a fait sur l'assurabilité et ceux que eux ont porté à Paris auprès des canaux, pour les développer, les mutualiser et les partager avec toutes les régions et former d'autres animateurs partout en France pour en fait démultiplier ces sensibilisations ludiques. Mais justement, il y a un intérêt sur ces ateliers type escape game et certains vont peut-être mettre dans le chat attendez les prochaines dates des ateliers et puis du coup ça répond à la question est-il prévu de former d'autres personnes à animer ces ateliers sur le reste de la France? Donc vraiment ce type d'outil intéresse et d'ailleurs vous avez eu des commentaires très positifs sur certains des outils, certains étant qualifiés de bijoux, notamment quand vous avez simplifié les démarches sur les fiches réemploi. Je pense que c'est à ce moment-là que le commentaire est apparu. Donc, des commentaires très positifs dans le fil de discussion et une envie de connaître ces outils et d'apprendre à les utiliser aussi sur le reste de la France. Et on est aussi à disposition pour co-organiser l'animation de ces outils sur demande. Du coup, il y a aussi cette question, il y a cette question d'essaimage sur le reste de la France et d'autres régions, mais il y a aussi la question si vous avez des liens avec les autres régions, qu'est-ce qui se fait dans d'autres régions? Est-ce que, a été mentionné Nouvelle-Aquitaine, par exemple, est-ce que vous savez un peu ce qui peut se faire et sur ces sujets-là également? On peut dire quand même qu'on était un petit peu, en tout cas un petit peu malmené au démarrage parce que des sujets très nouveaux, donc on a essayé de trouver des retours d'expérience aussi réussis
en France, il y en a quand même assez peu et on voulait vraiment éviter d'être esselé et isolé sur toutes les questions techniques, assurantielles, autres qu'on pouvait rencontrer. Vous imaginez que le sujet est complexe. On s'est rapproché de différents territoires. Je pense beaucoup à Plaine Commune, avec Justine Eringer qui nous a beaucoup aidé aussi sur la conception de notre cahier des charges pour la plateforme numérique. À ce sujet aussi, j'en profite pour dire qu'on ne souhaite pas porter cette logique de plateforme numérique seule. Il y aurait tout intérêt à imaginer une mission de service public autour d'une plateforme qui pourrait être connectée à différents territoires pour partager la même architecture, parce que ça serait quand même, en ces temps compliqués, et où il va falloir quand même, je pense, le maître mot, ça va être sobriété, qu'on fasse un bon usage des deniers publics et donc mutualiser des outils, des plateformes numériques au service des territoires dans une mission de service public. Je pense que c'est essentiel. Donc oui, avec plaisir pour échanger, mutualiser avec d'autres territoires qui partageraient en tout cas notre raison d'être et notre envie d'avancer sur ces questions d'économie circulaire. J'en Et si je profite. peux rajouter, pardon. Allez-y. Non, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que je le disais dans la présentation d'Envirobat Occitanie, on fait aussi partie d'un réseau national bâtiment durable et on échange régulièrement avec les autres centres de ressources et clusters des autres régions. Et eux aussi sentent qu'il y a une émulsion sur les territoires qui est en train de se créer. Et c'est vrai qu'ils sont aussi très intéressés par la structuration qu'on propose au travers du projet LIFE, ça les inspire beaucoup. Jérémy, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais parler des accords de réplicabilité que nous avons signés donc, avec l'Eurométropole de Strasbourg et la ville de Marseille. Donc, l'idée de ces accords, c'est d'avoir des échanges techniques entre pairs sur les outils qui sont déployés, des échanges, des retours d'expérience partagés pour envisager des essaimages des outils. Et après, peut-être, j'ai envie de dire, s'il y a des personnes intéressées, comme l'a très justement dit Julie, vous rapprochez peut-être de votre réseau bâtiment durable de votre territoire, puisqu'il y en a dans chaque région administrative, et vous rapprochez aussi peut-être des réseaux achats durables de votre territoire, parce que pareil, il y en a dans toutes les régions administratives. Nous, on a incubé, on porte RESOC, le réseau achat durable en Occitanie. Et on pourrait très bien aussi envisager avec vos différents réseaux, que ce soit Maximilien, Réseco, 3AR et les autres que vous avez sur votre territoire, d'autres échanges sur ces thématiques plus marché public si vous le souhaitez. Alors, on arrive au bout du webinaire, juste pour mentionner qu'apparemment, il y a bien des initiatives en Nouvelle-Aquitaine, mais il est quand même souligné qu'il n'y a pas la même dynamique qui a pu être impulsée avec le projet Life Waste to Build, donc d'où l'intérêt aussi des projets européens et d'avoir l'ensemble des acteurs et plusieurs expertises, compétences réunies. Et puis, dans les Pays de la Loire, également, avec le projet Matémorphose. Donc, voilà, je pense que ça essaime et je pense qu'on aura de matière à continuer à travailler ce sujet et sur les résultats du projet Westlife to Build et à partager avec les acteurs et ces expériences qui se développent un petit peu partout en France. Et n'hésitez pas à continuer, j'ai vu quelques propositions pour justement quel thème aborder sur ce cycle 2025, donc on est preneur. Et oui, les présentations seront bien transmises avec les coordonnées des intervenants. Ilona, je te rends la main. Ouais. Merci beaucoup. Mais justement, je tenais à vous remercier d'avoir participé à l'ensemble de ce cycle de webinaires. Merci aussi à tous les intervenants de qualité qu'on a pu avoir sur ces 5 dates. Vous recevrez par mail le lien vers le site internet qui permet de tomber justement sur les présentations, sur le replay. On vous enverra également le lien de la boîte à outils de Toulouse Métropole du projet LIFE, toutes les ressources dont on a parlé côté cinétique et Envirobat. Et donc, comme je vous l'ai mentionné, on vous enverra sûrement un questionnaire pour avoir des idées de thématiques pour 2025. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours par mail et merci d'être resté avec nous ce matin.